Bonjour, dernier chapitre qui comprend, comme on le voit sur le titre, l'appareil respiratoire et les échanges gazeux. C'est-à-dire, on va étudier l'anatomie de l'appareil respiratoire, que l'on va traiter tout de suite dans cette vidéo. Et on va se questionner sur que sont les échanges gazeux donc, qui s'effectuent au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc, savoir les localiser, savoir décrire notamment la barrière alvéolo-capillaire. Donc, on va avoir des échanges de gaz entre l'air et le sang, pas qu'au niveau pulmonaire, également au niveau tissulaire. Donc comment on apporte de l'oxygène aux mitochondries, par exemple. Comment le CO2 produit dans les mitochondries va être expiré dans l'air. Euh, et on va étudier certaines également pathologies. Et comme dans tout chapitre, on fera de l'exploration anatomique, comment on étudie cet appareil lorsque l'on veut visualiser différents organes. Bien, tout d'abord, alors on va avoir un cas clinique, vous voyez ici illustré par une crise d'asthme. Dans ce chapitre, on va partir d'une pathologie qui va nous suivre pendant tout ce chapitre, qui va nous permettre d'introduire du vocabulaire médical et de voir quelles sont les modifications de tel ou tel organe ou de telle ou telle fonction. Et on partira de la crise d'asthme. Donc quelqu'un qui fait une crise d'asthme, et on va suivre cet exemple-là dans tout ce chapitre pour voir quelles sont les modifications. Alors, pour comprendre l'appareil respiratoire, le fonctionnement de l'appareil respiratoire, il faut d'abord bien le connaître. Donc le premier élément de ce chapitre, c'est l'organisation de l'appareil respiratoire, avec les organes de la cavité thoracique. Et après, on verra là tout ce qui est circulation. Euh, un des signes dans la crise d'asthme que l'on a, c'est une dyspnée. Une dyspnée, c'est une difficulté pour respirer. On retrouve dys avec difficulté et le suffixe pné qui signifie la respiration. Quand vous êtes en apnée, c'est une absence de respiration. Une dyspnée, c'est une difficulté pour respirer. Alors, il faut savoir légender un appareil respiratoire. Voilà, ça c'est un schéma d'anal de Bach. Et vous devez pouvoir légender tout cet appareil. On voit sur le schéma qu'il y a les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures. Les voies aériennes, on va en parler ici. Oups. Les voies aériennes, elles permettent d'acheminer l'air jusqu'aux alvéoles. Ce sont des voies de conduction. Je conduis l'air qui est à l'extérieur de mon organisme jusqu'à ces petits sacs ici qui sont des alvéoles. On voit par exemple ici l'extrémité des bronchioles qui sont des petits sacs entourés de capillaires qu'on appelle des alvéoles. Il va falloir acheminer l'air jusque-là par des voies de conduction. Alors qu'est-ce que l'on a? On a les fosses nasales ici, fosse nasale, cavité buccale, plutôt les fosses nasales. Le pharynx qui est le fond de la gorge. Le pharynx il est commun aux voies digestives et aux voies respiratoires. Puis le pharynx il va se poursuivre par l'œsophage. Mais là on va être dans l'appareil digestif. Ce qui va nous intéresser maintenant c'est l'appareil respiratoire. Donc après le pharynx il va falloir localiser le larynx qui est ce cartilage bleu ici, le larynx, qui est exclusivement respiratoire et qui est fermé par l'épiglotte. L'épiglotte va recouvrir le larynx au moment où déglutir. Donc ici, pour acheminer de l'air, il n'y aura pas d'obstruction du larynx. Donc l'air va passer du pharynx au larynx, puis va emprunter un conduit qui contient des anneaux de cartilage. On va étudier l'histologie des voies aériennes. On étudiera l'histologie de la trachée, donc c'est comme un câble flexible avec des anneaux de cartilage, la trachée qui va se subdiviser en bronches, des bronches principales, des bronches secondaires, donc bronches souches, bronches secondaires. Les bronches vont se subdiviser en bronchioles, des toutes petites bronches, on peut dire bronchioles également. Et à l'extrémité des bronchioles, on aura des alvéoles pulmonaires, hein, comme une grappe de raisin un petit peu.
Ça, ce sont les voies de conduction. L'ensemble de toutes les alvéoles vont former les poumons. Le poumon est divisé en différents lobes. On n'a pas le même nombre de lobes dans le poumon gauche que dans le poumon droit. Donc, on voit ici le poumon droit qui contient 3 lobes et le poumon gauche qui contient 2 lobes. Les poumons sont entourés d'une séreuse qu'on appelle la plèvre, excusez-moi. Je cherche, voilà, parce que je cherche la légende ici, la plèvre, je vais pouvoir souligner, qui est une enveloppe qui emballe les poumons. Tout ça est contenu dans la cavité ou la cage thoracique. La cage thoracique contient des côtes et des muscles entre les côtes, qu'on appelle des muscles intercostaux que l'on voit ici. Ça repose sur un muscle, le diaphragme, qui va s'élever ou s'abaisser selon que l'on inspire ou que l'on expire. Et au centre, entre les poumons, on a une cavité qu'on appelle le médiastin, qui contient le cœur et les gros vaisseaux comme l'artère aorte, notamment l'artère pulmonaire. Je pense que j'ai tout détaillé. Il y a voici une animation sur biologie en flash avec les légendes, donc le pharynx, le larynx, trachée, plèvre qui entoure les poumons, muscle intercostal, bronche. Alors on va avoir des agrandissements successifs, hein. Donc entre les muscles et les côtes, les bronchioles qui sont beaucoup plus qui ont un diamètre ou un calibre beaucoup plus petit que les bronches, et ça se termine par les alvéoles qui forment un sac alvéolaire. Tout ça reposant sur un muscle, le diaphragme. Alors, on va avoir des zooms successifs sur cette animation. Donc, on voit bien ici le larynx, trachée, les bronchioles. Et là, on arrive directement. Alors, je peux peut-être revenir en arrière, ça va vite. Vous voyez, hop, je fais pause. Donc, bronches, avec des bronches qu'on appelle souches ou bronches principales, puis des bronches secondaires, puis des toutes petites bronches qu'on appelle les bronchioles. Et à l'extrémité des bronchioles, on a des petits sacs alvéolaires, des alvéoles, que l'on va voir maintenant avec cet agrandissement. Donc là, on a ici une bronchiole qui va se subdiviser en de petits conduits qui amènent vers des sacs alvéolaires. Et l'ensemble de ces alvéoles là forment comme une grappe. C'est creux au centre, hein, parce que l'air est acheminé jusqu'aux alvéoles. Et vous voyez que les alvéoles sont recouvertes de capillaires sanguins. Donc c'est une zone d'échange, il faudra bien retenir ça, une zone d'échange gazeux entre l'O2 et le CO2, enfin d'O2 et de CO2, entre l'air et le sang. On voit une alvéole en coupe, ça va encore être détaillé. Ici, vous avez, on peut laisser comme ça, donc une alvéole ici, on verra l'ensemble de ces cellules ici qui sont des pneumocytes 1. Ici, vous avez de l'air. Et collé, ça se touche, à l'alvéole, vous avez un capillaire sanguin avec des cellules endothéliales qui forment les capillaires sanguins, le sang qui circule, et le sang qui arrive, qui est non hématosé, c'est-à-dire pauvre en O2, va quitter cette région-là riche en O2. C'est-à-dire que l'O2 qui est dans l'air va se déplacer dans le sang. C'est le gaz qui se déplace. Et le CO2 du sang ici va sortir du sang pour aller dans l'air alvéolaire. Ce qui fait que quand on inspire, on va revenir là, quand on inspire en rouge, on apporte de l'O2 au sang. Et quand on expire, on va relarguer le CO2 qui était dans le sang dans l'air et on va le remettre dans l'air extérieur. On va expirer ce CO2. Donc voilà pour l'anatomie de cet appareil. Alors il y a un texte qui accompagne cela, donc les voies aériennes supérieures, extrathoraciques, donc hors du thorax, ce qui comprend fosse nasale, pharynx, larynx. Alors ça permet le passage de l'air. Et elles ont un autre rôle que le rôle de conduction. Elles vont réchauffer l'air quand c'est l'hiver et que l'air peut être très froid à l'extérieur. Il va falloir ramener cet air à 37 degrés. Le filtrer, alors ça c'est, vous avez au niveau des fosses nasales, il y a des poils. Il va y avoir du mucus qui est sécrété par toutes les voies de conduction. Vous avez des cils également, qui va permettre de débarrasser l'air ambiant des poussières et bactéries.
Il faut que quand l'air arrive dans les alvéoles, il soit réchauffé, humidifié, purifié. Maintenant, les voies aériennes inférieures, trachée, bronche souche. Enfin, la trachée se divise en deux bronches souches. Chaque bronche souche entre dans un poumon et se divise en plusieurs niveaux de bronches, puis des bronchioles, et ça se termine par à peu près 300 millions d'alvéoles. Et ce qu'on appelle les poumons, c'est l'ensemble des alvéoles. Donc, si je regroupe toutes les alvéoles, on appelle ça les poumons. Une surface d'échange d'environ 100 mètres carrés. C'est toujours le système de repliement que l'on a pu voir. On a pu voir cela au niveau des villosités intestinales, au niveau du cortex cérébral. Si je reviens sur le cas clinique de la crise d'asthme, qu'est-ce que on observe une dyspnée, donc une difficulté pour respirer, et on observe également une diminution du diamètre des, des bronches. On appelle cela une bronchoconstriction. Donc, diminution du diamètre, ça touche les bronches. On verra des photos plus tard lors de la crise d'asthme. Les poumons ont pour rôle d'assurer le mécanisme d'inspiration et d'expiration, donc l'entrée d'air dans les voies aériennes, puis les échanges gazeux, c'est surtout ça qu'il faut retenir, entre l'air et le sang au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc dans les poumons, on va voir les bronches, les bronchioles et les alvéoles. Comme je disais, l'ensemble des alvéoles forment les poumons. On va avoir des vaisseaux. Donc on voit à droite sur cette photo le poumon avec tous les vaisseaux et à gauche sans les vaisseaux. À gauche, on a simplement bronche ici, bronche ici plutôt, bronche secondaire, puis des bronchioles et on devine les alvéoles, comme une éponge. Mais tout ça, au contact des alvéoles, on a vu qu'il y avait des vaisseaux sanguins. Donc l'ensemble des vaisseaux et des voies de conduction donne ceci. Les poumons s'étendent de chaque côté dans le médiastin. Donc le médiastin, c'est cette cavité, non, j'avais un autre schéma ici, en œuf, cette cavité qui accueille le cœur et les gros vaisseaux. Les poumons sont des organes spongieux, donc ça vient du mot éponge, enveloppés par une séreuse, la plèvre. Elle permet aux poumons, dépourvus de muscles, de suivre les mouvements de la cage thoracique au cours de la respiration. Chaque poumon est divisé en lobes. On a vu le poumon gauche 2 lobes, le poumon droit 3 lobes. Relation avec l'appareil cardiovasculaire. Les poumons sont en étroite relation avec le cœur, avec deux niveaux de circulation. On va commencer par celle que vous connaissez bien, la circulation pulmonaire. Circulation pulmonaire. Alors, non. La circulation pulmonaire, c'est celle que l'on va voir ici. Alors que vous voyez là, entre cœur et poumon. Donc le sang quitte le ventricule, par l'artère pulmonaire arrive au poumon et revient par les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche. Ça, c'est ce qu'on appelle la circulation pulmonaire, c'est comment on oxygène le sang. C'est la fonction principale des poumons, c'est d'oxygéner le sang au niveau des alvéoles. Donc là, les capillaires que vous voyez, c'est un schéma, le capillaire, il entoure chaque alvéole. Le sang qui arrive est pauvre en O2, le sang qui quitte l'alvéole est riche en O2 ou hématosé et revient au cœur. Ça, c'est la circulation pulmonaire que vous connaissez. Elle part du ventricule droit, artère pulmonaire, on a un tronc pulmonaire qui se divise en deux artères pulmonaires qui se dirigent chacune vers un poumon. On a les échanges gazeux que l'on va étudier. Et à l'issue des échanges gazeux, le sang revient au cœur, riche en O2, par les veines pulmonaires, dans l'oreillette gauche. Donc ça, c'est quelque chose que l'on connaît. Donc la circulation pulmonaire, qu'on appelle la petite circulation, elle a un rôle fonctionnel dans les échanges gazeux. Elle permet au sang non hématosé, que l'on met en couleur conventionnelle de couleur bleue, qui provient de tous les organes, ça permet de rejeter le CO2. Et ça permet de recharger le sang en O2. Je vous rappelle que tout ça vient de la cellule qui utilise de l'O2 pour fabriquer de l'ATP au niveau des mitochondries. Et lorsqu'elle dégrade du glucose pour fabriquer de l'ATP en présence d'O2,
il y a production de CO2. Donc le CO2 est produit également au niveau des cellules, des mitochondries. Il va falloir se débarrasser du CO2 qui est toxique. Donc le CO2 reviendra par le sang au poumon. Donc lorsque le sang quitte les poumons, ça devient du sang hématosé parce qu'il s'est chargé en O2 qui sera transporté vers les différents organes. Et ça se déroule au niveau des capillaires pulmonaires que l'on a vu qui entourent toutes les alvéoles. Donc chaque poumon reçoit du sang non hématosé par une artère pulmonaire. Chaque artère se ramifie pour former un réseau de capillaires pulmonaires autour de chaque alvéole. C'est à ce niveau que les échanges gazeux qu'on appelle hématos se réalisent. Le sang non hématosé libère son CO2 qui sera évacué lors de l'expiration et le sang se recharge en O2 lors de l'inspiration. Le sang hématosé quitte les poumons, revient au cœur par les veines pulmonaires pour être propulsé vers les organes par l'artère aorte. Je vais trop vite. Donc ici, le sang quitte, le pauvre en O2 quitte le cœur par les ventricules droit, artère pulmonaire. Ici, j'ai échange gazeux. Le sang est pauvre en O2 et relargue son CO2 et se charge en O2, donc quitte les poumons, les capillaires pulmonaires en étant hématosé. C'est l'hématose qui s'est passé ici. Revient à l'oreillette gauche et se sera expulsé par l'artère aorte vers tous les organes que l'on voit ici. Une fois que ça revient dans l'oreillette gauche, là, le cœur va, lors d'une systole, éjecter ce sang riche en O2 par l'artère aorte et par toutes les artères qui vont se subdiviser pour alimenter tous les organes. Donc on a le chemin suivant, ventricule droit, artère pulmonaire, capillaire pulmonaire, j'ai mis les deux couleurs parce qu'au début ça va être bleu, puis ça va être rouge, ce que l'on voit ici. Au début c'est bleu, puis c'est rouge, quand on connaît bien le sens de circulation. Puis les veines pulmonaires, puis l'oreillette gauche. On reviendra pour l'asthme. Nouvelle circulation que j'ai introduite dans ce chapitre que l'on n'a pas vu, qui est un peu compliquée. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais il y a deux circulations finalement pour les poumons. Les poumons sont des organes comme les autres. C'est-à-dire que les poumons, on le voyait ici, les poumons sont constitués d'alvéoles et les alvéoles, ici, eh ben, elles contiennent des cellules. Donc les cellules des alvéoles que l'on verra, qu'on appelle des pneumocytes 1, j'ai pas l'impression qu'ils soient dans la légende, c'est marqué épithélium alvéolaire, ce sont des pneumocytes. Ces cellules ont besoin de recevoir de l'oxygène, comme n'importe quel organe. Donc comme n'importe quel organe, ces cellules doivent recevoir du sang de l'artère aorte. N'importe quel organe, l'artère aorte que l'on voit ici, là, je vais la mettre en légende, l'artère aorte, là en rouge, elle doit apporter du sang oxygéné à tous les organes. Donc les poumons qui ont un rôle d'enrichir le sang en O2 doivent également recevoir de l'O2 pour nourrir les cellules pulmonaires. Exactement comme le cœur qui, on l'a vu, doit recevoir du sang hématosé pour nourrir le tissu musculaire cardiaque par les artères coronaires. Et ben on aura une artère qui va partir de l'artère aorte qui ne s'appellera artère, alors pas une artère pulmonaire, hein, donc ce sont des artères bronchiques et des veines bronchiques qui vont nourrir les cellules pulmonaires, c'est avant dans le chapitre, en oxygène. Donc c'est la circulation générale ou systémique. Donc le cœur a les poumons reçoivent sont partie prenante dans deux circulations. Donc c'est une grande circulation qui a un rôle nutritionnel, comme toute la circulation systémique. Elle nourrit toutes les cellules de tous les organes à partir de l'artère aorte. Donc de l'artère aorte, je vais avoir des artères qui vont partir, artères bronchiques, qui vont aller apporter de l'O2 aux cellules des alvéoles ou aux cellules des bronches également. Attention, cette circulation n'a pas pour rôle d'enrichir le sang en O2. Ça, c'est l'autre circulation. C'est la circulation pulmonaire. Cette circulation, elle a pour rôle de nourrir les cellules de l'appareil. Il y a un rôle nutritionnel. Hein. Alors, pas de l'appareil circulatoire parce que c'est un peu trop large,
mais en tout cas les cellules dans la sphère pulmonaire, c'est-à-dire des bronchioles, des bronches et surtout les alvéoles. Alors, non, je n'ai pas le début de la phrase. C'est une grande circulation. Les poumons, comme tous les autres organes du corps, reçoivent une irrigation en sang riche en O2 et en nutriments. C'est du sang hématosé qui provient de l'artère aorte et il est transporté au poumon par les artères bronchiques qui sont issues de l'artère aorte. Dans les organes, le sang libère son O2 et se charge en CO2 comme n'importe quel organe. À l'issue de cet échange, le sang est chargé en CO2 et en déchets et ce sang, qualifié de non hématosé, quitte les poumons par des veines bronchiques que l'on voit là. Non, c'est pas ce schéma-là. Hop, ici, par des veines bronchiques, donc avec du sang bleu, et que ça va revenir dans la veine cave, comme tous les autres organes. Le sang qui tend un organe est acheminé par une veine, et cette veine se jette dans une veine cave, inférieure ou supérieure, selon que l'on est au-dessus ou en dessous du cœur. Ben, les poumons sont au-dessus du cœur, donc le sang revient des veines bronchiques et se jette dans la veine cave supérieure. Il rejoint ensuite les poumons pour être épuré. Donc, ce sang qui a alimenté les cellules pulmonaires, si on peut parler comme ça, comme les alvéoles pulmonaires, ce sang rejoint des veines bronchiques qui se jettent dans la veine cave supérieure. Et comme ce sang est pauvre en O2, il va donc aller dans l'oreillette droite, puis le ventricule droit, puis repartir vers les poumons pour être oxygéné. Mais là, il va aller ce ne sera pas pour nourrir les cellules des alvéoles. Ce sera pour recevoir de l'oxygène et se débarrasser du CO2. Donc ça, c'est un peu compliqué à comprendre. J'insisterai surtout sur ce schéma-là, qui est la circulation pulmonaire. C'est-à-dire que c'est celle qui va nous intéresser tout au long de ce chapitre. C'est comment on enrichit le sang en O2 et comment on débarrasse le sang du CO2. Pour notre cas clinique, ici, il y avait... Qu'est-ce que l'on remarque lors d'une crise d'asthme? Une augmentation de la fréquence respiratoire et une augmentation de la fréquence cardiaque. On observe une tachycardie et une tachypnée. Je vous poserai la question sur les séances Discord. Pourquoi on a cette augmentation de la fréquence respiratoire et augmentation de la fréquence cardiaque lors d'une crise d'asthme? Donc on sait déjà que lors d'une crise d'asthme, il y a une dyspnée, il y a une diminution du diamètre des bronches, il y a une tachypnée, augmentation de fréquence respiratoire, et il y a une tachycardie. Donc là, c'est ce que je viens de vous dire. La diminution de l'arrivée de l'O2 dans le sang au cours d'une crise d'asthme entraîne l'adaptation de l'organisme pour compenser ce manque, expliquer la tachypnée et la tachycardie. On y revient en séance Discord. Voilà ce que je pouvais expliquer aujourd'hui pour cette reprise de cours. À bientôt.